dans laquelle nous avons l'objet et les champs d'application de cet accord-cadre, mais aussi des principes directeurs. Le troisième point, ce sont les protocoles et les petites définitions introductives. Le quatrième point, c'est la mise en œuvre, le suivi et la résolution des différends. Le cinquième point, ce sont des dispositions finales. Les soucis qui atteignent à notre organisation, c'est le devoir de réévaluer. Nous devons gérer nos populations en leur disant la vérité. On ne doit rien cacher à notre population pour qu'ils sachent d'où nous venons et où nous allons. Et non pas prendre nos populations comme des gros bébés en leur cachant la vérité. Dans la partie préambule, s'ils vont faire défiler le texte, vous allez voir, il fait mention des engagements pris dans la déclaration des principes qu'on avait signé le 19 juillet 2025 à Doha. On parle là-dedans de mécanisme de libération des prisonniers dans le préambule. On parle de la paix qui doit être obtenue par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit et non par la voie militaire. On parle de dialogue comme chemin pour parvenir à cette paix telle qu'elle avait recommandé les cadres conjoints du West African Community, qui s'appelle lorsqu'ils sont réunis en Tanzanie et approuvés par l'Union africaine. Dans le préambule de cet accord-cadre, on parle également de la promotion de la cohésion nationale en luttant contre l'impunité et la promotion du respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. On parle encore de l'engagement des partis à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord-cadre, conformément au protocole, aux phases et calendrier définis dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. D'où ceci exige la bonne foi des parties. À Doha, nous avions discuté à partie égale, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie AFC 2023. Ce n'était pas. C'est pour parler qu'il y avait une partie qui impose la manière de faire ou qui impose sa volonté. Nous avons traité des problèmes de frais et nous les avons traités, bien qu'il y avait des moments de tension, mais nous sommes arrivés à nous entendre sur certains points. L'objet et les champs d'action dans la partie introduction. L'accord de paix, l'accord cadre de Doha, énonce les principes directeurs des engagements fondamentaux que les parties doivent tenir, mais aussi des mécanismes de renforcement des acquis. Vous allez vous demander quels sont ces acquis. Le premier acquis, c'était les cessez-le-feu. Nous avions obtenu un cessez-le-feu, signé et parrainé par les États-Unis, les Qatar, et tous les facilitateurs, mais aussi cette stabilisation. Vous avez vu que les fonds n'ont pas avancé parce qu'il y avait cet entendement-là de sauvegarder et protéger cet acquis qui est nécessaire. Malheureusement, la partie gouvernementale a exploité cela pour lancer des offensives généralisées. Et toutefois, vous lisez de communiquer à travers notre porte-parole pour dénoncer tout ce que nous vivons sous les terres. Il y a aussi la résolution des causes profondes regroupées dans le 8 protocoles. Donc, c'est un acquis parce qu'avant, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de causes profondes. Pour votre information, ils ont dit
dit qu'eux aussi pouvaient avoir des causes profondes et pouvaient nous exposer aussi des causes profondes. Nous avons dit que nous avons amené 8 protocoles dans lesquels nous mettons nos causes profondes et nous avons dit qu'ils peuvent avoir même 35 causes profondes de conflits. Et on était prêts à discuter de ces causes profondes. L'accord de paix global, tel que nous l'avons défini dans l'introduction de cet accord cadre, sera l'ensemble de ces 8 protocoles négociés et signés par les parties. Il contiendra également tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Ça peut être peut-être la Constitution, on peut associer à notre accord la Constitution, ou bien des accords précédents, mais pour lesquels on se sera entendu et convenu avec la partie gouvernementale. Jusque-là, on n'a pas encore signé un accord de paix global. On n'a même pas encore commencé les discussions des causes profondes. Chaque protocole définira de la matière à traiter, donc le contenu, des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Et voici les protocoles que vous pouvez voir. On les a définis dans ce qu'on intitule les protocoles. Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus prisonniers signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ces documents, il fallait qu'il y ait une libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification qui se sont faits, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les 2 premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que, au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, le système est fait et violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces d'opposition sont attaquées proches de la Touille, vers Bouki, où nos militaires sont en train de se défendre à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Celui-ci n'a pas encore été discuté, ni le contenu, ni les calendriers, ni les modalités pratiques. Le quatrième protocole, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Le cinquième protocole, c'est dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Ici, on peut citer les EDF, les FDR et d'autres groupes étrangers qu'il faut citer. Sixième protocole, c'est l'identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans les protocoles. Après les 2 autres bases, c'était le troisième protocole. Ici, dans l'accord 4, le gouvernement a reconnu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée.
zones sinistrées, ce sont les régions longtemps touchées par les conflits armés. Vous allez le trouver dans les protocoles, dans l'accord cadre, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va décréter un état d'urgence humanitaire, mais aussi un programme spécial de pacification et de reconstruction. Il sera lancé dont les modalités seront définies dans les protocoles. En ce qui concerne la protection juridique, on aura à prendre toutes les mesures pour apaiser les climats qui sévissent dans notre pays, les climats d'insécurité, d'instabilité, l'exil forcé, d'où il faudra annuler les condamnations fantaisistes et les sanctions inutiles. Il y aura plus de poursuites, mais aussi il y aura des restrictions des biens spoliés, des biens expropriés et des biens cassés au profit de la population. Les cas qu'il y a dans le protocole ou bien deuxième après les deux autres là, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, la gouvernance participative nationale. Nous avons utilisé ce point en sous-point, comme il y a là-bas, où on a commencé par parler de la restauration et le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi des réformes, et enfin des dispositions de gouvernance participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ici? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a à voir les manger, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni l'état unique, ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques doivent être discutées dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point 16, c'est le dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous sommes avenus qu'il doit y avoir la libre circulation de personnes et de biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, banques, douanes, infrastructures. Vous allez le trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur ça. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, suivant l'ordre de ce rajout de deux, ce sont les dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration des terres. Le parti se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Le parti se sont engagés à
à désarmer les groupes armés locaux. Tous les Wazalendo et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Les partis se sont engagés à neutraliser les groupes armés étrangers, EDF, FR et consorts, et prendre des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par les conflits, afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Les 4 grands protocoles, dans l'ordre après les autres, et le 6e protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent notre pays, la crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout en Afrique et dans le monde. Et c'est là où vous voyez même l'exclusion qu'il y a dans ce pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc cette question d'identité, ou même le président Kabila a été dédié de sa nationalité parce que ne le reconnaît pas comme le fils de ces pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats que vous voulez écarter parce que vous disiez qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans le protocole, on devait étudier toutes les matières afférentes. Et les partis se sont engagés à faciliter les poursuites volontaires et dignes de réfugiés et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce 4e point, dans ce protocole, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile ou de population ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement s'est engagé à protéger les personnes retournées contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet accord-cadre, c'est aussi la question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Les 16e protocoles ou 5e, lorsqu'on avait les 2 premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour rétablir les services publics de base. Et un programme de développement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et les soutiens aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu des box, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins ne parviennent ici. On a des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ces domaines ici, des facilités, que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter ces questions ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers et des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a des jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme
spécifiques pour leur intégration. Mais aussi il y a des groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Ce sont des groupes vulnérables, il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole, ou bien le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par les conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Nous avons pensé qu'une commission indépendante nationale de réconciliation et de vérité serait nécessaire pour encore souder les Congolais afin de former une nation. Et les deux parties nous sont convenus et nous avions acté et nous avons apposé nos signatures dans cet accord cadre pour que le protocole qui va traiter sur ce sujet puisse vider toute cette matière. Et la mise en œuvre sera définie dans le cadre du protocole. Le 3e grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différents. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points, pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter les protocoles et tout ce qui est afférent à ce protocole afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés à mettre en œuvre l'accord cadre et les protocoles de bonne foi. C'est-à-dire qu'en tant que responsable, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Le 4e point qui est le dernier de l'accord cadre, c'est des dispositions finales. Nous avons dit que toute modification des dispositions du dit accord nécessitera le consentement des deux parties. Et l'accord de paix global, c'est défini dans l'objet et le champ d'application de cet accord cadre, où on a dit c'est l'ensemble des protocoles signés, négociés et acceptés par les deux parties. C'est ce qui fera l'accord de paix global. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, l'économie de l'accord cadre signé en loi le 15 novembre 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup, secrétaire permanent des chefs exécutifs de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars 2023, pour ces précisions et ces éclaircissements très importants qui dissipent les confusions et la désinformation menant des cellules de communication des régimes de Kinshasa. Et maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. S'il vous plaît, le protocole veuillez habiliter les micros. Si vous voulez poser votre question, veuillez vous lever, vous présenter et présenter votre média. Et puis, la délégation va vous répondre. Merci. Si vous voulez d'abord. Asante ndugu Oscar Malika, uongozi wa serikali unachukua hiyo karatasi tulisaini
hii mkataba ya CORCAD ni kama vile njia, lakini niwaelezea hapa, hatuyaingia kwa undani kwa kuzungumzia hiyo serikali, nani ataongoza vipi, ataongoza wapi. Na ukasoma vizuri hii CORCAD inasema hii uongozi wa serikali sio itakuja hapa peke yake, itakuwa kwa Kongo nzima. Kongo nzima iongozewe vizuri, inatubidi tubadilishe uongozi wa nchi nzima. Swali la pili, tukishambuliwa tutaendelea kuchukua miji. Sisi tuna haja ya protect raia wetu, na wakati vita inakuja wale wanatushambulia sisi, na wakati tunawasogeza mbali, tuna kwa ya kusaidia raia yetu, na wakati tunafika mahali, wakati walishambulia na wanafukuzwa, tunabaki hapo kwa kusaidia raia yetu. Nikiwaza hiyo sio kuchukua measure, ni target moja pekee yake ya kusaidia kuzuia kusudi wasinyanyaswe. La question qui a été posée par Camille, quelle valeur donnez-vous à cet accord cadre, car il y a la violation des CCF. Nous accordons une très grande importance à cet accord cadre parce que déjà, ça circonscrit la matière qui fera objet de dialogue proprement dit. Jusque-là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore commencé le dialogue proprement dit, pour traiter les causes profondes des conflits. Il nous a pris d'abord du temps pour arriver à faire sortir le premier document que les camarades du chef de département ici, les communiqués conjoints, où on mettait des intentions pour d'abord apaiser les climats et les propos, éviter des propos qui fâchent, afin de faciliter les pourparlers. Le deuxième document qui a été signé, c'est la déclaration de principe, qui avait 7 points, qui avait défini les grands principes, les effets, les réfugiés, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi de suite jusqu'à l'accord proprement dit, au 7e point. Le troisième document qui a été signé, c'est le mécanisme de vérification du CCF, qui a été déjà consacré dans la déclaration de principe. Mais cet accord, le document ici que nous avons signé, c'est là où nous nous sommes mis d'accord sur les matières à traiter pendant les dialogues, pendant les pourparlers des pays, qui sera conclu par un accord de paix global, où nous avons touché sur l'humanitaire et la protection des petits, nous avons touché sur tous les aspects, même les réformes. Quel genre de réformes on va définir dans le protocole. Nous allons travailler sur la question de l'identité de la citoyenneté. Nous allons travailler sur la question du groupe armé, parce que c'est un problème. Dans ce pays, chaque leader a une milice. Chaque général, officier supérieur a une milice pour défendre les conflits. Nous devons arriver à clore ces dossiers d'insécurité en désarmant les groupes armés locaux, mais aussi en mettant fin aux groupes armés étrangers. Donc, pour nous, cet accord-là est très important. Ce n'est pas juste un papier, mais ça nous a permis à tracer les limites et les cadres ça nous a... Ça nous a permis à tracer les cadres et à circonscrire les matières que nous avons mis dans les protocoles. Et lorsqu'on va commencer la discussion sur ce protocole, nous
nous allons toucher toutes les matières. Et là, nos autorités locales, nos autorités provinciales, les départements, les couches sociales, l'affaire, tout le monde sera associé pour apporter l'idée de vouloir construire un pays où la population, le peuple est mis à l'avant. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé une seule discussion de ce protocole ici. La question de l'échappée. Merci maman, maintenant que nous avons donné la population de mission sur la famille, parce que mais parce qu'on est là, comme il faut sur toute localité, il faut s'en atteindre. Nous avons tout positif, tout le monde est au yoga. Mais ce qui est au localité, d'abord, et l'autre mot est le danger par police. Ce qui peut être local, par contre, pour les pays, parce qu'ils ont déjà base, il y a qui tombent pour accéder. Pour les pays qui pour la bataille, ils ont là, l'antivalère, et les pays qui sont dans les polices. Pour les pays qui sont dans le message du monde, et c'est pas bon que bâtir à côté de la pays. Papa, mais l'autre, les lions sont venus sur la France, sont venus sur la ils allaient pour les populations qui sont élan et ça va. Pour nous, est-ce que Paolo va faire un et qui sont des populations ils sont des populations pour nous, il y a pour sur la maison de la protocole. Quand on parle de restauration pour l'établissement et l'État pour la matériel, maintenant, nous allons caminer il va demander. À cause de Kambawat, il va demander. À cause de Kambawat, il va demander. Donc, là, ça veut dire, parce que ils sont venus à la nuance, mais vous allez vous dire, on est pour les qui sont dans la carte de Kambawat. Et les populations sont à soi, ils tombent dans la carte de Salama, pour des bonnes actions, notamment, pour les actions de la carte de l'hôpital, à soi, vous savez, fonctionner à l'état dans ce pays. Pour tout le monde, on a soufflé à son mot dans bien libéré. Il faut exprimer cette observation que j'avais fait une déclaration pour dire que lors de la signature de l'accord cadre, il y aura une modification de la situation sur le terrain et que la population peut passer. Est-ce que la population va passer une année qui est la durée? Vous savez, nous sommes tenus par le devoir de l'évaluer. Dans l'année 2023, ou soit on ne sait pas faire les choses, on sait, ou on sait les faire, on dit ce qu'on a fait. On ne promet pas, on ne peut pas réaliser. Si nous faisons ces restrictions, c'est pour vous montrer quoi sur l'ancêtre que nous sommes. On n'a rien inventé ici. Il y a des gens qui ont fait des propagandes, des campagnes pour dire qu'à la signature de l'accord de Doha, l'ASN n'est pas pu exister sous ces formats, on s'en a discuté. Excusez-moi. Ils ont fait des campagnes, ils ont promis à la population toutes choses invraisemblables. Mais nous sommes tous parce que nous savons ce que c'est. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a encore une information qui vient de tomber ici. On nous attaque à Mali, à Toubiri, dans le Mouéja, mais aussi des bombardements des avions et des bombardements de l'artillerie. Les Sukhoi et aussi les avions de guerre sont en train de bombarder. Pensez-vous que nous allons croiser les bras pour qu'ils continuent de bombarder? Je vous ai dit qu'il y a des droits de l'université en termes de parti. Et même le médiateur pour répéter que nous n'avons pas un penchant. Vous êtes des partis en conflit, vous êtes tirés dessus. Vous savez, les populations sous votre protection, vous êtes en train d'administrer, donc on vous prend d'égal à égal. On travaille d'égal à égal. Raison pour laquelle le bien fondé des accords ici, partout vous avez des partis
s'engage. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui a le monopole de mettre en œuvre de ce que nous avons signé. Nous allons le mettre ensemble en œuvre. S'il faut travailler, on va travailler ensemble. S'il faut procéder à militariser les groupes armés étrangers ou quoi, ils font dans les partis, ils font dans les partis, jusqu'à ce que la paix vienne, alors on va parler sur d'autres choses. Tant que les groupes armés locaux ne sont pas des armées, il y aura encore, il y aura des sécurités. Les gens ne peuvent pas s'écouter. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous avons discuté. Et même les matières et les contenus, nous allons les discuter l'une après l'autre dans les protocoles. Raison pour laquelle nous avons dit toutes choses étant égales par ailleurs, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, nous pensons que la situation est restée telle qu'elle est. Parce que jusqu'aujourd'hui, il continue à nous attaquer, nous continuons aussi à le défendre. Et en nous défendant, s'il arrivait que nous payons les entités, on ne va plus les lâcher. Père catholique, vous nous demandez si nous confirmons. C'est ce que je viens de dire maintenant. Partout où ils nous attaquent, si nous arrivons à les repousser, nous restons là pour protéger la population. Lorsqu'ils nous repoussent pour les gens aussi, ils restent là pour assiéger ou bien contrôler l'espace. Donc, c'est le rapport de force sur le terrain qui définira qui aura le période de gérer une entité, qui aura les défis pour protéger la population. Mais nous tous, dans la programme, on nous a dit, nous devons veiller à la protection de la population. Et cet accord cadre devra être mis en œuvre de bonne foi. Je pense que j'ai révisé les 5 questions que vous avez posées. Merci. Le gouvernement de la République. Comment est-ce que nous-mêmes nous allons encore nous désarmer? Donc nous sommes acteurs dans le désarmement des milices locales et des groupes armés locaux. Et aussi, chaque fois que nous sommes attaqués par les groupes armés étrangers, nous riposons. Et vous avez constaté plusieurs fois ici les rapatriements des FDLR dans leur pays, les rapatriements des populations rwandaises qui rentrent dans leur pays. Donc, nous ne faisons pas partie des personnes qui seront des armées. D'ailleurs, nous faisons partie de la matrice de l'armée républicaine qui sera construite parce que notre armée est disciplinée et est professionnelle. Concernant les groupes de réfugiés, comme l'a dit camarade Champi, il est inconcevable que nous ne soyons pas impliqués dans les groupes de réfugiés. C'est que nous avons la charge de les sécuriser les convois et de sécuriser leurs milliers de réunions. Donc, nous faisons partie prenante dans l'opération de retour des réfugiés et même des déplacés de terre. Mais aussi, bon nombre de militaires, vous devez le savoir aussi, leurs parents sont les enfants sont des réfugiés. Ce sont les enfants des réfugiés. Comment voulez-vous traiter les dossiers des réfugiés où leurs propres enfants, ce n'est pas pour que les parents rentrent et que puissent les expliquer dans le processus des rapatriements ou même de leur installation. Pour dire la répartie des gouvernements de la pays qui doit décider avec les gouvernements des pays là où il y a des réfugiés en Tanzanie, c'est le gouvernement de la République qui doit signer cette partie-là. Mais lorsque le réfugié rentre, nous devons être impliqués pour leur sécurisation, pour leur installation et même leur réintégration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la question qui concerne l'ouverture de l'aéroport de Goma. En vous disant qu'en date du 28 octobre 2025, le coordonnateur politique a adressé une lettre au ministre de l'Europe, au ministre des Affaires étrangères, en prévision de la conférence humanitaire qui a été organisée à Paris. Dans cette lettre, le coordonnateur politique
à parler de cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma, soi-disant pour des raisons humanitaires. Déjà, je voudrais vous dire que ce lobbying qui est fait est un lobbying qui est fait par des humanitaires qui gagnaient sur le dos de la population. Aujourd'hui, que les camps qui étaient autour de la ville de Goma ont disparu et que tout le monde est retourné dans les villages, ces gens n'ont plus de business à faire. Et je voudrais vous dire aussi que nous sommes à la fin de l'année, ils doivent parler de la situation alarmante dans cette zone pour recevoir des financements l'année prochaine. C'est ça même le lobbying en fait de ces humanitaires qui sont allés agiter le gouvernement français en ce qui concerne la situation humanitaire dans cette zone. Chers journalistes, vous n'avez qu'à regarder le paysage de ce pays. À Kouamounte, nous sommes aux portes de Kinshasa. Des communautés locales se gorgent à la porte de Kinshasa. C'est une situation humanitaire qu'on ne fait pas allusion. À Béni, c'est chaque jour qu'on tue. Plus tard qu'il y a une semaine, dans la province du Lualaba, nous avons vu des centaines de Congolais périr dans les mines, y compris des enfants. C'est une situation humanitaire préoccupante. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le business, c'était l'humanitaire ici, dans cette zone. Et nous sommes venus pour normaliser la compatriote. Ils ne voient pas de cet œil-là. Et donc, s'agissant de l'aéroport de Goma, est lié à deux zones. Le premier, c'est comment nous en sommes arrivés là? Parce que la coalition FDLR, Burundi, FRDC, Ouazalendo et consorts, ils ont pris l'habitude, lorsqu'ils perdent sur le terrain militaire, de saboter les infrastructures. Ils l'ont fait dernièrement avec Twangisa, ils l'ont fait aussi avec l'aéroport de Goma. Avant de partir, ils ont détruit la tour de contrôle, ils ont détruit la piste d'atterrissage, ils ont laissé des mines antipersonnelles à cet aéroport. Bref, ils l'ont saboté. Et aussi, le gouvernement de Kinshasa a publié un OTAM, qui est une sorte d'interdiction pour les aéronefs, pour les avions, d'atterrir à l'aéroport de Goma et à l'aéroport de Bukavu. Ce sont là les actes qu'ils ont posés. Et donc, ils sont responsables d'abord de la destruction de cette infrastructure, mais nous, en tant qu'autorité de fait sur cet espace, nous ne pouvons pas faire cet aéroport vaille que vaille. Cela doit être un processus. Sur le plan sécuritaire, le secrétaire permanent venait de relever qu'il continue à nous attaquer. Ils violent le cessez-le-feu. Ils envahissent l'espace aérien avec des drones et des Sukhoi. Et nous avons la responsabilité de protéger les populations. Nous ne pouvons pas que cela se fasse comme ça, alors qu'ils veulent en fait en réalité utiliser je crois que peut-être c'est un fantasme. Ils veulent cet aéroport de Goma pour essayer de tenter peut-être une opération aéroportée. Et sur le plan politique, nous disons que l'ouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à toutes les mesures de rétablissement de confiance. Jusque-là, nous avons libéré plus de 2000 ou 3000 détenus. Vous vous rappelez les 1500 qui étaient à la Montesquieu? Ce sont des détenus